Bienvenue au podcast d'RG Dessin vers l'avenir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même assez spécial, qui est les ponts thermiques. Qu'on soit au Mexique avec la grosse chaleur, qu'on soit dans le Grand Nord canadien avec du froid, ou qu'on soit comme nous autres aujourd'hui au Québec avec tous les contrastes de température, tout ce qui a rapport aux ponts thermiques, c'est vraiment important. Et c'est un peu comme dans tout, c'est dans les détails que le diable se trouve. C'est toujours là qu'il faut y penser puis il faut regarder ça. Fait qu'aujourd'hui, on a avec nous autres Monsieur Pierre-Olivier Beaulieu de chez Entour. Pierre-Olivier, explique-nous un peu c'est qui Entour, juste pour aider un peu. Oui, absolument. Donc, Entour, on est agent manufacturier. Donc, on représente des fabricants de produits d'enveloppe du bâtiment. Puis la façon qu'on représente ces fabricants-là, c'est qu'on va aller auprès des firmes d'architecture, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs généraux, puis on va venir présenter des solutions complètes d'enveloppe. Donc, on représente vraiment des compagnies qui fabriquent toutes sortes de produits de l'enveloppe, ce qui nous permet d'arriver avec des solutions qui sont complètes, qui sont simplifiées et majoritairement, en tout cas, on va travailler là-dessus pour qu'ils soient le moins coûteuses possible. Fait que dans le fond, ce que je comprends tout de suite là, aujourd'hui, c'est que toi, c'est ton day-to-day de parler de problèmes d'enveloppe, problèmes dans la fenestration, dans les murs, dans tout le bâtiment. Exact. On va starter avec une première question pour toi, Martin. C'est quoi un pont thermique? Un pont thermique, c'est quelque chose qu'on peut complexifier, mais aussi qu'on peut simplifier. Fait que je vais y aller avec la version plus simple aujourd'hui. Donc, un pont thermique, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est un terme qui est utilisé normalement dans le domaine de l'enveloppe plus que dans d'autres domaines. C'est quelque chose de ponctuel ou de continu qui va venir briser l'isolation qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire qu'il va faire un pont entre une température et un autre, entre le froid, entre le chaud, ou entre le chaud et le froid, là, tout dépendamment dans quel sens on le veut ou on ne le veut pas. Donc, c'est dans un mur qui est isolé qu'on va retrouver des ponts thermiques. C'est des endroits soit très nombreux ou peu nombreux en fonction de ce qu'on a comme mur. OK, merci. Ça met un peu à table avec ça. Mais un pont thermique, c'est-tu négatif? C'est une menace pour notre bâtiment? Y a-t-il des opportunités avec ça? Un peu, démêle-nous ça un peu. Un pont thermique dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment, c'est vraiment quelque chose qui est vu négativement. Puis, mais c'est pas dans tous les domaines que ça va être vu de cette façon-là. Dans l'enveloppe du bâtiment, en fait, une des raisons pour laquelle on veut un mur, c'est isoler. On veut se protéger des intempéries, mais on veut aussi venir avoir une température souhaitée, que ce soit plus frais en été ou plus chaud en hiver. Donc, quand on va avoir des ponts thermiques, c'est pratiquement toujours négatif. Par contre, le principe du pont thermique peut avoir des côtés positifs, mais à ce moment-là, ce n'est pas toujours utilisé comme pont thermique, mais c'est le même principe, c'est-à-dire si on regarde un moteur. Donc, un moteur, on va aller mettre beaucoup de lignes de matière pour venir chercher du froid ou venir refroidir le plus possible le moteur parce qu'on veut que la chaleur se dissipe. Donc là, à ce moment-là, le pont thermique entre l'intérieur du moteur, l'extérieur aussi dans l'air, va être très bénéfique. On voit ça dans plusieurs domaines aussi où ça peut être bénéfique. Mais dans le domaine de l'enveloppe, c'est pratiquement toujours négatif. Absolument. Des bâtiments, quand on entend ce mot-là, la plupart du temps, on entend plus du négatif, c'est certain. On aimerait avoir un matin là, des exemples typiques de ponts thermiques que tu vois souvent dans les conceptions ou dans les produits qui peuvent exister. Souvent, en fait, ça va être quelque chose qui va venir briser l'isolation qu'on veut avoir. Donc, c'est quelque chose qui va passer à travers le mur au complet. Ça, souvent, on voit des conduits électriques. Donc, si on a à passer des fils électriques à l'extérieur, rarement sont bien isolés ou souvent, il y a une gaine de métal qui va passer à travers le mur au complet. Un des points qu'on voit vraiment très souvent aussi, c'est au niveau de la structure. Donc, une structure qui s'attache sur des poutres ou des colonnes à l'intérieur, mais qui doit aussi aller soutenir quelque chose dehors. Donc, ça, c'est un élément d'acier qui conduit le froid ou le chaud directement à l'intérieur. Donc, ça va faire des gros ponts thermiques. On le voit sur les balcons. Des fois, il y a des balcons préfabriqués aussi là, qu'on vient mettre sur des éléments d'acier. Bien, ces éléments d'acier-là, eux, rentrent en dedans. Donc, ça l'amène le froid ou le chaud à l'intérieur. On essaie d'éviter ça. Puis, un des endroits où on voit souvent, c'est aux jonctions
Donc, il y a plusieurs éléments dans un mur extérieur. Donc, il y a le mur en soi, mais il y a des fenêtres, il y a des portes, il y a une boîte aux lettres. Là, des fois, il y a des accès, des portes de garage. Donc, tout ça, il y a la fin du mur, puis il y a le début de la porte, le début du cadre. Puis entre ça, il y a un ajustement. Oui. Souvent, cet ajustement-là vient faire office de pont thermique parce que c'est pas la même composition tout à fait. Absolument, absolument. Là, on parle de tout ça, là, les ponts thermiques, mais on peut-tu nommer un peu les conséquences négatives, surtout dans le bâtiment, d'avoir ces ponts thermiques-là? Oui. Les ponts thermiques, ce que ça va créer, ça va créer une faiblesse dans notre efficacité énergétique. Donc, cette faiblesse-là va apporter plusieurs choses. Une des plus faciles, je pourrais dire, ou qu'on va voir le plus rapidement, c'est au niveau du coût, au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'on va payer plus cher ou on va dépenser plus d'énergie pour chauffer ou climatiser l'intérieur, étant donné qu'on a un élément dans notre mur qui fait juste lutter contre nous, au final. Il apporte le chaud en dedans l'été, puis il apporte le froid en dedans l'hiver. Donc là, ça, c'est un élément contre lequel il va falloir se battre, puis ça va coûter de l'énergie, donc ça va coûter de l'argent. Ça, c'est le premier point qu'on va essayer d'éviter. La première raison, en fait, pourquoi on ne veut pas de pont thermique. Mais il y a d'autres raisons aussi. C'est au niveau du confort. Donc ça, c'est un peu moins quantitatif, c'est beaucoup plus qualitatif. Mais si dans un mur, j'ai plein d'éléments ou plein d'endroits où il y a du froid ou du chaud quand je ne veux pas en avoir, mais là, à ce moment-là, ça fait en sorte que le chauffage à l'intérieur ou la climatisation à l'intérieur n'est pas réparti également, donc ne va pas lutter aux mêmes endroits partout pareil. Donc, le confort va être un petit peu impacté. Ce que j'entends là, beaucoup, là, ça me fait tout de suite penser aux restaurants. Les restaurants, où on va avoir une fenestration de qualité des fois un peu moyenne, même basse, puis qu'il va y avoir des tables très près des murs. Souvent, c'est des gens se plaignent, l'inconfort, le froid, l'humidité, même des fois qui peut tomber sur la tête s'il y a des sections vitrées en pente. Réellement, on voit vraiment quand tu es très, très près de ton enveloppe de bâtiment que tu ressens les différences. Oui, c'est ça, exactement. Puis, il y a des aspects esthétiques ou juste de qualité de vie qu'on veut des ouvertures, qu'on veut des fenêtres. Là, on ne voudrait pas que ce soit juste un mur dans un restaurant, surtout. Surtout pas dans ce podcast-ci. On veut des ouvertures. C'est ça, donc on met des ouvertures. Puis pour venir compenser ça, ces ponts thermiques-là ou ces mauvaises jonctions-là qui sont faites, ben là, on va engager des grands frais. Là, je reprends ton exemple de restaurant, mais on va mettre une climatisation ou on va mettre un chauffage juste en haut de l'ouverture, au niveau des tables. Donc là, ça commence à coûter cher pour contrôler ça puis s'assurer que les gens sont confortables. Mais la première chose à faire, c'est un petit peu comme le même principe que la CNSST. Eux, ce qu'ils veulent, c'est éliminer le danger à la source. Mais c'est un peu la même chose avec les ponts thermiques ou avec l'isolation. Si on enlève directement ce qui fait en sorte qu'il faut chauffer ou il faut climatiser, ben on vient de régler le problème le plus facilement possible, le plus efficacement possible. Donc, oui, c'est un excellent exemple. Une autre chose pour laquelle on veut éviter les ponts thermiques, c'est beaucoup au niveau de l'humidité aussi. Donc ça, au niveau de l'usure d'un bâtiment, c'est quelque chose de très important. Parce que l'humidité, qui dit humidité, dit eau. L'eau, c'est beaucoup plus dommageable pour un bâtiment que même le feu, au final, parce que l'eau, c'est pernicieux, on ne le voit pas, puis les dégâts sont... Une fois qu'on le voit, c'est tard. Oui. C'est trop tard. Donc, on veut éviter d'avoir cette condensation-là. Puis, étant donné qu'à l'intérieur, on chauffe, puis l'extérieur fait froid en hiver, le pont thermique, donc l'élément qui va emmener le froid à l'intérieur, va avoir un point de rosée qui va être différent du mur. Donc, ça va amener de l'eau, ça va amener de la condensation, soit dans le mur ou soit à l'extérieur du mur. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir éliminer à tout prix. Je t'entends dire ça, puis ça me fait penser que tout le monde a peur de la pluie qui arrive de l'extérieur, des inondations. Mais en même temps, les plus gros dommages, on le voit toujours, qui arrivent de l'intérieur, cette espèce de condensation que l'humain fait, que les fours font, que toute la vie qui est dans le bâtiment, puis qui ne paraît pas, mais quand tu as des ponts thermiques dans les sections tympans, ces choses-là, on en voit beaucoup, puis c'est automatique. Là, c'est là que les murs vont se briser, puis ça va prendre du temps avant de s'en rendre compte. Souvent, ça va être grave. Là. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est un point très, très important
d'éliminer le plus possible les ponts thermiques qu'il n'y en ait pas ou de les contrôler au maximum. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important là, pour une des raisons pour lutter là, contre ça. Aussi, on parlait les ponts excuse-moi, tu parles les pertes de rendement des ouvertures. Il y a des places à un moment donné ça a quand même cette conséquence-là. Tu peux m'expliquer un peu plus là-dessus? Oui, donc si on a donc ce qui va avoir la plus grande efficacité énergétique dans l'enveloppe, ça va être la section du mur. C'est la section qui va être le plus isolée. On en a parlé, on veut des ouvertures dans le mur parce qu'on veut voir à l'extérieur, on veut donner de la lumière en dedans. Donc, on va avoir un élément qui va être moins performant, qui va être la fenêtre au niveau énergétique. Puis ça va venir limiter un peu la capacité ou la performance thermique de l'ensemble du mur. Mais on est capable de le contrôler, ça, parce qu'il y a des ouvertures, il y a des types de fenêtres, il y a des types de produits qui sont plus efficaces, étant donné que le temps passe, la technologie augmente aussi, donc c'est de plus en plus efficace. Donc, on a de moins en moins une grande différence entre le mur et l'ouverture. Par contre, entre le mur et l'ouverture, si je vais plus concrètement, il y a une jonction. Donc, il y a vraiment l'arrêt du mur et le début de la fenêtre. Puis, pour des raisons d'installation, des raisons plus de conditions de chantier, je peux dire, il y a toujours un gap, il y a toujours un lousse qui est laissé entre le mur et la fenêtre. Et ce gap-là, cet espace-là, tout autour de la fenêtre va être très critique au niveau du pont thermique parce que ça va être un élément que lui, on va beaucoup moins venir le contrôler. C'est pas quelque chose qui est fait en usine comme la fenêtre. C'est pas quelque chose qui est toujours pareil comme le mur, parce que les sections de mur sont toujours pareilles. Chaque ouverture va être différente, va être un peu plus large, un peu moins, plus profonde, moins profonde. Donc ça, il va falloir porter une attention très, très particulière aux jonctions entre les ouvertures pour pas que ça devienne l'endroit où le froid va rentrer. Ça se bordera pas. Ça va simplifier son arrivée dans la maison ou dans les locaux par ces jonctions-là. Un peu les bonnes vieilles conditions de chantier, puis l'espèce d'effet qu'une belle installation de qualité ou une installation qui a été faite à la va-vite, toujours l'écart. On n'a pas parlé, mais il reste aussi la dernière conséquence, être dans les normes. Avoir un bâtiment dans les normes, c'est pas juste un jeu ou une étiquette. Il y a quand même une obligation. Oui, c'est ça, exact. Il y a le nouveau code au niveau des performances énergétiques qui est arrivé. Pour l'instant, c'est beaucoup des propositions. Donc, voici la norme à atteindre. Si ça, c'est pas arrivé, si c'est pas atteint, on peut compenser avec des équipements mécaniques, on peut compenser avec d'autres choses. Mais dans les prochains codes, on pense que ça va devenir obligatoire. Puis là, à ce moment-là, il va vraiment falloir travailler sur tous les projets au niveau de limiter les ponts thermiques. Mais oui, si on veut atteindre une performance énergétique, comme ce qu'on doit faire, dans le fond, avec les nouveaux bâtiments, c'est quelque chose à adresser assurément. Le pont thermique, plus il va y avoir de ponts thermiques, plus ça va être difficile d'atteindre cette performance-là. Donc là, si on veut compenser ça, il va falloir ajouter de l'épaisseur au niveau du mur. Donc, on parle d'un RSI effectif, c'est-à-dire qu'il y a un RSI qui est au niveau de l'isolation, je vais dire théorique. Sur papier, voici l'efficacité énergétique que tu vas avoir avec ce mur-là. Puis le RSI-E, qui est RSI effectif, c'est le résultat, l'assemblage réel en considérant, entre autres, les ponts thermiques. Donc, pour compenser ça, pour avoir un bon RSI-E, on va venir augmenter l'épaisseur d'isolant pour compenser ça. De un, ce que ça fait, c'est on augmente les coûts, mais aussi épaissir le mur, ça l'entraîne des problématiques. Puis une de ces problématiques-là, ce ne sera pas nécessairement les gens qui vont s'occuper de l'enveloppe qui vont la vivre, mais ça va être le propriétaire du bâtiment ou le promoteur ou l'architecte. C'est qu'à un moment donné, il y a des lignes de l'eau aussi. Oui, oui. Et il y a une fondation, donc on ne peut pas nécessairement excéder trop. C'est pas illimité l'épaisseur du mur qu'on peut aller chercher. Donc, gérer ces endroits-là de pont thermique va être très important pour ne pas avoir à compenser d'une autre façon qui va nous coûter plus cher ou qui va être limitatif pour le bâtiment. Je trouve ça le fun que tu nous amènes vers ça parce qu'on s'en va maintenant sur des solutions parce qu'évidemment que
de toujours agrandir le mur. Il faut toujours, ça va faire perdre de la superficie habitable dans ton bâtiment. Rajouter de la mécanique de bâtiment, on sait, c'est pas gratuit. En plus, c'est des coûts récurrents à chaque mois. Ça fait que les solutions, il faut les penser, il faut optimiser ça au début à la conception. Fait que, parlons un peu des différentes pistes de solutions qu'il peut avoir pour avoir le moins de ponts thermiques et la meilleure enveloppe. Comme pratiquement toutes les problématiques, ou presque, dans le domaine de la construction, la meilleure façon de les éviter, c'est d'y penser avant. C'est fort, c'est fort. Oui, c'est ça, c'est logique de même. Donc, on essaie de penser à ça avant de commencer à construire le bâtiment. Donc, la conception de l'enveloppe va être très importante. D'ailleurs, c'est un peu le principe, comme je disais là, au départ, ce qu'Entour on fait, on travaille avec les firmes d'architecture, on travaille avec les promoteurs pour offrir des solutions qui sont complètes, qui sont pensées d'avance. Donc ça, c'est la première chose. En considérant ça, on va être capable d'atteindre une meilleure performance énergétique. Une des choses qu'on peut faire, c'est assurément de limiter le nombre de ponts thermiques. Donc, limiter le nombre d'éléments qui vont passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc, est-ce qu'on est capable, je donne des solutions comme ça ou des exemples, est-ce qu'on est capable de condenser tous les conduits électriques à une place, si on a des conduits électriques à passer dans un mur, plutôt que d'en avoir plein partout, de perdre un petit peu le contrôle, si on est capable de les condenser à une place, mais là, il y a juste cette place-là qu'on a à gérer au niveau du pont thermique. On a assurément la possibilité de venir les briser. Donc, faire une rupture du pont thermique, on appelle ça un bris thermique, un petit peu ce que j'ai ici là, en avant de moi. Donc, c'est des éléments qui vont permettre de couper ça. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un élément qui part de l'extérieur, qui s'en va vers le mur, bien là, on vient le couper avec quelque chose qui ne transmet pas l'énergie, qui est résistant à ce transfert-là. Ce que je vois, c'est autant dans le mur qu'on ne voit pas au travers que dans la fenêtre, dans le mur rideau, il y a toujours ces éléments de bris thermique-là qu'il faut qu'ils soient optimisés, puis il y en a maintes et maintes sortes, maintes et maintes modèles avec maintes et maintes performances, si on veut. C'est ça, exactement. Ce qu'on veut, en fait, c'est, quand on parle d'un bris thermique, d'un rupteur thermique, c'est on veut mettre un élément qui est très résistant à ce transfert-là d'énergie, ou qui est soit résistant au transfert ou pas bon. Ça dépend dans quel sens on le voit. Là. Oui. Donc, des éléments qui conduisent très facilement le froid ou le chaud, c'est tout ce qui est métallique. Au niveau des métaux, c'est des produits qui sont utilisés très grandement dans le domaine de la construction et dans l'enveloppe du bâtiment. Donc, il y a certains métaux qui ont une performance plus grande au niveau du transfert de l'énergie. Donc, on va essayer d'avoir un métaux qui n'est pas performant au niveau du transfert. Mais là, après ça, on va venir mettre souvent des couches plastiques qui ne conduisent pas vraiment le chaud ou le froid. Mais il faut le considérer, que, quand je parlais tout à l'heure de le faire d'avance, c'est que si on a des résistances au feu à aller chercher aussi dans l'enveloppe du bâtiment ou pour le bâtiment, on ne peut pas mettre n'importe quel plastique parce qu'il y a des plastiques qui sont combustibles, donc il faut travailler avec des plastiques qui sont incombustibles. Des fois, on va avoir des performances structurales aussi à avoir. Donc, dans le mur rideau, souvent, on utilise du polyamide qui va être plus solide donc qu'un plastique standard. Donc, c'est ce qui va être à vérifier, mais on va essayer de venir briser le plus possible ces ponts thermiques-là. Une autre chose qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'avoir... ce que je mentionnais, on le brisait au niveau de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Mais là, on va essayer aussi de le briser au niveau horizontal, si je peux dire. Donc, on va essayer d'avoir le moins possible d'éléments continus, puis vraiment avoir que des éléments ponctuels. Donc, ça va venir limiter la superficie en pieds carrés ou en pouces carrés, peu importe, là, qui est à l'extérieur et qui se rend à l'intérieur. Donc, en venant les couper aussi dans l'autre sens, mais là, ça nous donne encore plus de chance à ce niveau. Pour les ponts thermiques. Mais il y a aussi d'autres stratégies pour avoir, dans le fond, de prévenir les ponts thermiques. Oui, en fait, on peut travailler en consultation, on peut travailler avec des rapports. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'il
il y a des firmes qui peuvent venir calculer les performances, peuvent venir calculer tous ces éléments-là, donc d'avance. Donc, on est capable de faire des simulations, on est capable de travailler plusieurs modèles d'enveloppe en disant, OK, bon, mais si je peux éviter cette section-là de mur ou modifier cette partie-là, donc là, d'avance, on va enlever ça, on va venir compenser le besoin d'avoir ces éléments-là qui font un pont thermique en le considérant d'avance. Tantôt, on a parlé aussi de mécanique de bâtiment. Tout ça. La ventilation, qu'est-ce que ça apporte dans ton mur? Si on a... on va souvent travailler avec... En tout cas, on va recommander de travailler avec des façades ventilées. Donc, les façades ventilées vont venir être un peu comme un premier gardien de ça, de ces ponts thermiques-là. C'est que ça va venir uniformiser le contrôle de l'air derrière la façade ou dans le mur. Puis ça va limiter le plus possible d'avoir des points très névralgiques où là, le froid ou le chaud rentre à l'intérieur là, de façon très intense. Donc, on va venir diminuer un petit peu cette partie-là parce que de l'air en soi, une couche d'air ou un mur d'air, si je peux dire, va donner une isolation. C'est d'ailleurs comme ça, souvent, il y a des portes de garage qui sont isolées. Quand la porte de garage est ouverte, en haut, il y a un rideau d'air qu'on va venir projeter vers le bas pour quand même continuer à couper, isoler de façon invisible la porte. Donc, on va gérer ça de cette façon-là. Puis, on peut aussi le travailler pour diminuer le plus possible ou contrôler le point de rosée. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire le plus possible l'isolation à l'extérieur du mur. Donc, quand je parle de l'extérieur du mur, je veux dire que le mur en soi, il y a une partie qui va être dans le chaud, ce qui va être à l'intérieur, et une partie qui va être à l'extérieur, donc dans le froid, là, disons-le comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre toute l'isolation là, du côté froid. Ça va nous assurer, tout à l'heure on parlait de point de rosée, de condensation, ça va nous assurer que peu importe où est le point de rosée ou où est la condensation, ça reste à l'extérieur du bâtiment. Donc, ça laisse vraiment intact le bâtiment. Puis, donc là, les points de rosée vont être éliminés à l'intérieur. Donc, tous les dangers d'infiltration ou de moisissure ou de froid qui va passer là, on va venir les enlever le plus possible. C'est là qu'on voit vraiment une bonne enveloppe de bâtiment bien conçue. La thermographie, on entend parler de ça un peu. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que ça peut nous aider à avoir une bonne enveloppe? Oui. La thermographie, en fait, là, c'est que ça va nous permettre d'avoir une image qui va être très représentative de où on est performant énergétiquement et où on ne l'est pas. Le seul problème avec la thermographie, c'est que ça doit se faire une fois que le bâtiment est fait. Donc, pour un bâtiment neuf, on va parler plus d'usage de ça pour valider ou confirmer que ça a été bien fait, que le bâtiment a été bien fait. Mais si on est dans une rénovation ou dans des travaux qu'on va faire à partir d'un bâtiment existant, là, à ce moment-là, ça peut être très utile de dire, OK, moi, mes efforts, je vais les concentrer ici et là et non pas un petit peu partout ailleurs. Comme ça, on va limiter les coûts et augmenter la performance. Donc, le minimum d'efforts pour un maximum de résultats, si je peux dire comme ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi à utiliser, mais c'est toujours par après, une fois que le bâtiment est en place. Oui, il y a un effet de validation aussi de ça. Est-ce que toutes les œuvres ont été bien faites, tout ça? Puis est-ce que vraiment on aurait des petites places à optimiser? Parce que ça ne prend pas un gros trou, une grosse espace mal fait pour impacter l'enveloppe. Non, effectivement, là, c'est dès qu'il y a un trou, la chaleur sort ou le froid rentre, là, tout dépendamment comment vous le voyez. Mais donc, les éléments sont très petits, mais ça donne un résultat assez grand. On a parlé d'Entour tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres experts qui peuvent nous aider justement dans tout ça, là, dans cette validation-là, là, puis qui sont bons pour ça, là, présents au Québec? Oui, assurément. Le premier groupe de personnes qui vont être très aguerris dans le domaine de l'enveloppe ou dans le domaine de l'isolation, c'est assurément les architectes. Donc, les firmes d'architecture ont une base très solide de conception ou de réalisation d'enveloppes qui vont être performantes. Moi, je suis dans le domaine de l'enveloppe, donc je prêche pour ma paroisse, là, mais c'est l'élément le plus important, l'enveloppe du bâtiment, dans un bâtiment.
Au final, la première chose dans laquelle, pourquoi on veut faire un bâtiment, c'est se protéger de l'extérieur. Si on veut faire si on veut se faire un cocon, on veut se faire un abri. Donc, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'enveloppe qui vient nous protéger. Donc, les architectes, c'est un domaine dans lequel ils sont très compétents parce que c'est un domaine très important dans le domaine du bâtiment. Donc, assurément, eux sont au courant des normes. Ils ont beaucoup d'expérience parce qu'ils travaillent dans plusieurs projets. Donc, ça, c'est le premier groupe, ou je dirais le plus accessible aussi, là, de gens qui vont pouvoir donner des bons conseils sur l'enveloppe. Une autre façon aussi, un autre groupe de gens qui vont pouvoir aider, c'est au niveau des laboratoires. Donc, on a comme des laboratoires comme UL, comme Viridis Solutions. Donc, c'est des firmes plus d'ingénierie, mais qui vont être capables de faire des tests, faire des rapports, qui ont un gros bagage aussi de connaissances, étant donné qu'ils sont tout le temps au front, au final de l'enveloppe du bâtiment, parce que quand on va les voir, c'est parce qu'on a soit qu'on veut faire des validations, soit qu'on a une problématique à régler. Ouais, des fois, c'est pas toujours positif, là. Non, c'est ça, exact. Donc, eux ont beaucoup de situations, des fois farfelues, qu'ils ont vues, puis ils vont être capables d'avoir une expertise, d'avoir des conseils aussi à donner. Puis ils vont pouvoir faire cette partie-là de validation ou juste de s'assurer, dire, OK, ton mur que tu voulais faire, on essaie des nouvelles, on essaie de l'innovation pour être plus performant, tout ça. On est peut-être mieux de l'essayer puis de le tester en microclimat dans un laboratoire plutôt que de faire un bâtiment complet puis après ça se dire ouais, c'est peut-être pas le best. Là, Moi, tu me parles de ça, puis je pense juste à un ingénieur d'UL qui j'étais assis à côté, puis il me conte une histoire qui n'a pas bien été, puis la solution pour régler ça est à 11 millions. Là. C'était une catastrophe, puis pas à peu près. Puis quand ils ont vu la problématique, le bâtiment est en fonction depuis 1 an. Fait que c'était vraiment quelque chose là, qui aurait pu être évité, mais qui ne l'a pas été, qui n'a pas été analysé, puis le bâtiment est en sérieux problème. Fait que, ben, c'est ça. Donc, ça devient intéressant de faire affaire avec des laboratoires comme ça pour se valider, se sécuriser et essayer des nouvelles affaires. Donc, ça, c'est important. Puis, assurément, il y a des conseillers là, comme nous chez Entour qui sont experts en enveloppe du bâtiment. Donc, on ne travaille que dans ce domaine-là. Assurément, quand on travaille un plan, c'est sur l'enveloppe. Quand on parle avec des firmes d'architecture, c'est sur l'enveloppe. Et on est aussi souvent en communication avec ces laboratoires-là. On fait des tests, on fait des essais. Donc, je dirais que c'est 3 grands groupes de personnes qui peuvent aider. Pour les bris thermiques. Merci beaucoup. Y a-t-il des innovations qui se font? Y a-t-il des choses que tu as vues dans les dernières années pour améliorer ça? Oui, il y a des innovations qui se font dans le domaine. En partant, une des premières choses, c'est que la qualité des isolants augmente. Donc, c'est la première chose qu'on fait dans un mur d'enveloppe. On vient mettre de l'isolant, on augmente la qualité. On peut isoler, on peut augmenter l'épaisseur, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut amener des enjeux, augmenter l'épaisseur. Donc, en travaillant sur la qualité des isolants, ça, c'est une bonne chose. Puis les manufacturiers d'isolants travaillent constamment là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui est un petit peu plus récent, c'est en train de se démocratiser, puis surtout avec le nouveau code au niveau des performances énergétiques, c'est au niveau des attaches abris thermiques. Donc, ce que j'ai apporté ici, entre autres, il y a plusieurs manufacturiers. De ça, nous, chez Entour, on fabrique notre propre attache abri thermique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est on prend un élément qui est structural, qui va permettre de supporter la façade, donc le revêtement, ce qu'on veut mettre comme fini, mais on va venir ajouter un bris thermique derrière de façon à couper le pont thermique le plus possible. Puis on utilise des matériaux comme celui-ci. Ce qu'on a, nous, chez Entour, c'est en acier inoxydable. Donc, l'acier inoxydable, c'est 2 fois moins performant à transférer le froid que l'acier. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec un acier inoxydable. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit qui s'est développé. Ça fait pas si longtemps que ça. On parle de quelques années que ça a commencé. Quelques manufacturiers. Plus ça va, plus c'est ordonné. Avec des firmes comme justement UL, Viridis, on est capable d'aller chercher des performances aussi ou des résultats, de dire, bon, ben voici si tu utilises un système traditionnel, parce que le système traditionnel, c'est des Z-bars et des oméga, c'est-à-dire des éléments qui sont
continue. Donc, quand on utilise un Z-bar, c'est un morceau d'acier qui transmet très facilement le froid et le chaud. On dit Z parce que ça ressemble un petit peu à un Z. Là. Donc, on vient le mettre sur le mur. Lui est à la longueur du mur, puis il ressort à l'extérieur à la longueur, justement, du mur extérieur. Donc là, c'est vraiment un très grand pont thermique. Donc, ces éléments-là ici, d'attache à bris thermique, viennent rendre ça ponctuel, donc pas continu. Et il y a un bris thermique aussi qui vient encore plus augmenter ça. Ce que j'entends, que ce soit le mur ou le mur rideau, c'est toujours le même défi de structurel, d'avoir la force pour soutenir les choses et aussi de faire la barrière thermique et couper, justement, empêcher les bris thermiques. Fait qu'avec un élément qui, lui, ne permet pas de passer ça, il y a toujours un défi entre les deux. Moi, je rêve, là, je veux un bâtiment incroyable. Un matin, là, mon portefeuille était limité. Là, je veux aucun pont thermique. C'est-tu possible? Quand on parle de portefeuille illimité, oui. OK, c'est que ça coûte. Ça. Donc, je vais dire que théoriquement, une enveloppe sans pont thermique, oui, c'est possible. Mais ça va venir à un coût. On l'a dit à la blague, mais un coût monétaire, assurément, ça va coûter très cher. Parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de produits qui sont capables d'éliminer les ponts thermiques à 100% et qui vont être structurables. Il n'y a pas vraiment dans le sens qu'il y en a qui existent, mais là, à ce moment-là, ce n'est pas réaliste de les utiliser dans le bâtiment parce que ça coûte beaucoup trop cher. On est quand même capable d'envoyer des choses dans l'espace. Il y a un gros différentiel de température. Donc, il y a des éléments qui sont capables de faire ça, mais au niveau de l'enveloppe ou dans un bâtiment, si on est réaliste ou concret, ça l'amènerait des coûts beaucoup trop élevés. Mais il y a aussi d'autres coûts. Il y a des coûts qui sont justement structurels ou des coûts qui vont être esthétiques, c'est-à-dire qu'on va venir limiter les possibilités de fini. Si moi, j'ai un produit, je prends un exemple, nous, un revêtement de pierre. Donc là, on veut de la pierre en façade. Va falloir venir se fixer sur quelque chose. Normalement, on va se fixer dans la structure du mur, ce qui est un élément solide. La vis qui va passer d'un côté à l'autre pour aller chercher la structure du mur, ça devient un pont thermique. Donc, si on ne veut aucun pont thermique, il ne faut pas qu'il y ait de vis qui soit à l'extérieur puis qui rentre à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, on tombe avec des produits de finition légers, mais ultra légers, c'est-à-dire des finis comme de l'acrylique. Si on vient vraiment plus appliquer un ciment à la grandeur du bâtiment. Mais là, on tombe avec un autre enjeu, c'est que nous, on est au Québec. Si on est à un endroit où la température est toujours stable, puis le delta de température, on parle de 10 degrés, ça peut être correct. Là. Mais au Québec, de moins 40 à plus 40, il faut le considérer. Donc, si on a un produit qu'on vient étendre sur une surface, ce produit-là ne restera jamais sain, étant donné que le bâtiment va bouger, il va avoir de la contraction, de la dilatation. Puis là, à ce moment-là, il va y avoir des cracks, l'eau va pouvoir rentrer dans le mur. Donc là, ça vient avec beaucoup de problèmes. Puis un autre problème qu'on va rencontrer si on veut vraiment aucun pont thermique, c'est qu'on ne sera pas capable d'atteindre un niveau de résistance au feu assez intéressant. Parce que ce qui va permettre ça, c'est des isolants qui sont souvent en polystyrène, que ce soit extrudé ou expansé. Puis ça, c'est des produits qui sont combustibles. Si on veut y aller avec un isolant qui n'est pas combustible, on va y aller avec la fibre de roche. Mais là, ça, ce n'est pas un élément sur lequel on peut s'appuyer ou on peut fixer quelque chose. Donc, c'est là que, oui, en théorie, on peut faire une enveloppe sans aucun pont thermique, mais il y a des coûts, soit financiers ou soit un coût de design, un coût de capacité. Merci. On n'a pas parlé beaucoup, mais les membranes, est-ce que ça compte comme un pont thermique? Comment tu vois ça? J'aimerais ça. Ouais. Ça serait simplifiant, mais non. Les membranes ne peuvent pas compter comme bris thermique. Puis la raison principale, c'est parce que c'est pas assez épais. Donc, si on vient mettre quelque chose, je donne un exemple, si on prend... c'est le cas ici de cette attache-là. Là, l'élément plastique, l'élément qui vient couper l'aluminium, parce que celle-là est faite en aluminium, donc l'aluminium de l'intérieur du mur n'est pas vraiment épais.
Donc, il y a une certaine radiation. L'aluminium qui va être froide va radier. Le froid va se projeter aussi là, à une certaine distance. Donc, les membranes, c'est rarement plus qu'un 8 d'épais. Donc, il n'y a pas cet élément-là de bris ou de rupture vraiment là, du pont thermique. Donc, ça ne peut pas compter comme un bris thermique. J'ai dit malheureusement au début parce que ça serait très simple comme bris thermique. On viendrait mettre une membrane partout à grandeur, puis ensuite, on viendrait mettre nos éléments là, par-dessus. Mais cet élément-là là, est trop mince. Il y a toujours un peu de mythe et de réalité dans tout ça. Il y a toujours il y a aussi des opinions différentes. Fait qu'il faut accepter qu'il y a aussi de la théorie, il faut prendre le temps de la comprendre. C'est ça. Pierre-Olivier, je tiens à te remercier. Vraiment, ça a été super intéressant. Ça nous permet de voir un peu l'ampleur de ça, l'ampleur aussi des défis reliés à ça, puis surtout aussi de l'importance de réfléchir, de ne pas partir, puis vite, il faut couler du béton, puis vite, il faut faire le bâtiment. Parce que le bâtiment qui va être là pendant 100, 200 ans, s'il a été conçu d'une façon un petit peu rapide, il y a bien des chances que pendant toutes ces années-là, on va devoir payer plus d'énergie, on va devoir faire plus de réparations, on va avoir plus de risques d'infiltration. C'est toutes des choses qu'on ne veut pas, autant comme constructeur pour avoir un bon nom de constructeur, puis aussi, surtout comme propriétaire de bâtiment, où ce qu'on veut, on va avoir un investissement, on veut quelque chose à long terme. Fait que ça a venu un peu nous éclairer avec ça. Je tiens vraiment à vous remercier tous ceux qui nous suivent et n'hésitez pas à nous liker et venir nous revoir au prochain podcast. Merci à vous.